Il est 20h30 ici à Paris, l'heure de votre rendez-vous quotidien, c'est On va plus loin, une demi-heure pour approfondir deux sujets d'actualité. À mes côtés ce soir en plateau, Niagale Bagayoko, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, présidente du Centre de recherche African Security Sector Network. Désolé pour l'accent anglais. Je salue également Bruno Darroux, chroniqueur international ici à France 24. Bonsoir Bruno. Au programme ce soir, le sommet des BRICS à Kazan en Russie. Vladimir Poutine accueille une vingtaine de dirigeants étrangers. L'occasion bien sûr pour le président russe de montrer qu'il n'est pas si isolé que cela sur la scène internationale. On va se demander ce qui peut en sortir de ce sommet. Nous parlerons ensuite Proche-Orient à l'occasion de cette nouvelle visite régionale d'Anthony Blinken, sa 11e déjà depuis le 7 octobre de l'année dernière, précisons-le. Et la dernière sous l'administration Biden. Le chef de la diplomatie américaine a rencontré aujourd'hui Benyamin Netanyahou en Israël. Il sera demain en Jordanie, vous connaissez le programme. Une vingtaine de dirigeants étrangers, donc, dont le chinois Xi Jinping, l'indien Narendra Modi ou encore l'iranien Massoud Pezeshkian. Vladimir Poutine reçoit donc à Kazan les grands noms du bloc anti-occidental. C'est le sommet des BRICS, cette alliance des pays émergents. Antonio Guterres, le patron de l'ONU, est là également. Je vous le disais, l'occasion pour le président russe de montrer qu'il n'est pas si isolé que cela sur la scène internationale. On va faire le point avant de vous donner la parole avec Anna Pereira. C'est le plus gros sommet diplomatique sur le territoire russe depuis l'invasion de l'Ukraine. Le sommet des BRICS, réunion des puissances censées pouvoir concurrencer l'hégémonie occidentale. Visé par un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale depuis mars 2023, Vladimir Poutine est limité dans ses déplacements à l'étranger. En tant que pays hôte, c'est l'occasion pour lui de démontrer l'échec de la politique occidentale de sanctions contre son pays et de prouver qu'il n'est pas si isolé à l'international. Je tiens à vous féliciter. Au cours de ces 15 années d'existence, notre association des BRICS s'est forgé un rôle particulier. Aujourd'hui, de nombreux pays du monde souhaitent rejoindre l'association. Je me réjouis de la discussion que nous aurons demain dans le cadre des BRICS. Cette année, l'organisation accueille 4 nouveaux membres, l'Éthiopie, l'Iran, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Vladimir Poutine a débuté son marathon de rencontres bilatérales avec Dilma Rousseff, la présidente de la nouvelle banque de développement. Le président russe a répété son souhait de réduire leur dépendance au dollar, en proposant d'échanger dans leur propre monnaie. L'augmentation des règlements en monnaie locale permet de réduire les paiements de services de la dette, d'accroître l'indépendance financière des pays BRICS. Elle aide à minimiser les risques géopolitiques au maximum, à libérer le développement de l'économie de la politique, si tant est que cela soit possible dans le monde aujourd'hui. Une idée aussi longtemps défendue par le président brésilien Lula da Silva, seul dirigeant qui ne sera présent que par visioconférence pour des raisons de santé. Voilà donc pour les images. Niagale, c'est du pain béni pour Vladimir Poutine. Ce genre de sommet, il le sait, les images vont faire le tour du monde. Oui, c'est évidemment un succès diplomatique, d'autant plus que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, y est présent également et fait partie des interlocuteurs du président russe. Oui, c'est un peu l'invité surprise quand on voit les noms qui sont présents à ce sommet. Ouais. Et qui légitime la tenue de ce sommet des BRICS dans la mesure où il est l'incarnation du système international universel. On voit aussi, à travers la diversité des membres, qui ne sont pas tous des régimes autoritaires, loin s'en faut, que ce regroupement porte autre chose qu'une union ou un club entre régimes qui seraient alliés sur un mode uniquement contestataire de l'ordre occidental. La présence depuis le début, depuis la création des BRICS, de Narendra Modi, incarne aussi cette volonté de se situer à l'équilibre entre, en effet, les pays transatlantiques et, d'autre part, ceux du Sud ou ex-membres d'un bloc socialiste ou communiste. Au-delà du fond, Bruno, cette image de Vladimir Poutine, cette photo de famille avec cette vingtaine de dirigeants étrangers, c'est ça la principale information de ce sommet ou pas ?
C'est la principale information pour lui, parce que évidemment, ce faisant, il se montre sur la scène internationale, il envoie le message aux Occidentaux qu'il n'est pas du tout isolé et qu'il réussit à accueillir sur son sol un sommet avec, je crois qu'il y a 36 invitations qui ont été lancées, il y a 22 chefs d'État et de gouvernement qui sont présents à Kazan en Russie. Et des très grands noms. Comment ? Des très grands noms, des très grands dirigeants. Oui, bien sûr, des très grands noms qui font partie de l'organisation. Donc pour lui, oui, clairement, c'est tout bénéfice. Alors après, la venue du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, fait quand même grincer quelques dents. Alors plutôt dans le camp occidental, parce que c'est une manière aussi, de facto, de légitimer Vladimir Poutine et de légitimer d'une certaine manière ce qu'il fait en Ukraine. Il faut rappeler que Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat de la Cour pénale internationale, qu'il est accusé de ne pas respecter la charte de l'ONU en ayant envahi l'Ukraine. Il y a eu des votes en ce sens à l'Assemblée générale de l'ONU, par exemple. Et là, Antonio Guterres a dû, je pense, réfléchir avant de se rendre à Kazan. Il a dû estimer que, vu le poids qu'avait acquis l'organisation, qui, rappelons-le, représente, je crois, plus de 35% des richesses mondiales, plus de 40% de la population mondiale. Bon, quand vous avez l'Inde et la Chine, cela dit, ça va vite. Et donc, il a dû dire qu'il devait faire le déplacement. Mais c'est là aussi symboliquement un déplacement qui, d'une certaine manière, légitime Vladimir Poutine aussi. Donc, pour le président russe, oui, c'est tout bénéfice. Ce sommet, c'est peut-être aussi l'échec des Occidentaux qui voulaient isoler Vladimir Poutine ? Moi, je pense que c'est plus largement l'échec d'un certain nombre d'instruments qui ont été mobilisés depuis les années 90 sur la scène internationale pour réguler l'ordre mondial. Les sanctions en font partie, bien entendu, mais on voit que tous ces mécanismes s'effondrent, que ce soit l'organisation d'élections pour sortir de conflits, que ce soit ces missions de maintien de la paix, que ce soit le système de Bretton Woods, qui est très contesté aussi dans le cadre de cette réunion des BRICS, à travers cette création de la nouvelle banque de développement qui veut proposer une alternative à celle incarnée par le FMI et la Banque mondiale. Donc c'est tout un système de régulation, en réalité, qui est remis en question au-delà des seules sanctions, à mon avis, qui, en effet, se révèlent inefficaces dans la mesure où il y a des alliances alternatives à celles incarnées par les acteurs occidentaux. On parle souvent du monde occidental qui se délite. Les BRICS, ce monde anti-occidental, lui, il se renforce. Le monde occidental, je ne sais pas s'il se délite, parce que... En tout cas, il perd en influence. Voilà, il perd en influence et ce sommet des BRICS en est une manifestation éclatante. C'est-à-dire que maintenant, le gâteau, il est partagé par beaucoup plus de monde qu'auparavant. Je crois que les BRICS, c'est à la fois une organisation, il faut se rappeler qu'à l'origine, ça a été créé en 2009, c'était une organisation de ce qu'on appelait à l'époque les grands pays émergents. Donc c'était avant tout une organisation économique. Mais comme souvent, ça a été le cas pour le G7, pour le G20 aussi, on part d'une organisation économique et les problèmes économiques restent importants. On en parlera peut-être, mais un des sujets importants de ce sommet, Vladimir Poutine en a parlé, c'est la dédollarisation du système, trouver d'autres moyens de financement. Mais ce sont des organisations qui deviennent très vite politiques et diplomatiques. Alors, est-ce que les BRICS sont uniquement un club anti-occidental ? Je suis d'accord avec Niagalé, moi je ne le pense pas. Il y a une partie, c'est le cas. Il y a notamment la Russie et la Chine qui veulent en faire une sorte d'agenda idéologique pour incarner une alternative idéologique à l'Occident. Mais il y a aussi des pays qui vont soit par intérêt économique, soit par opportunisme, qui veulent affirmer leur souveraineté et qui veulent un peu jouer sur les deux tableaux. On a cité l'Inde, il y a le Brésil. Parmi les pays candidats, on peut parler aussi d'un pays comme la Turquie, qui veut à la fois manifester son indépendance vis-à-vis des pays occidentaux tout en étant membre de l'OTAN, mais qui veut en fait augmenter sa propre souveraineté et capacité d'influence en disant je fais ce que je veux, je peux faire partie de l'OTAN et il n'y est pas encore, mais peut-être un jour, je ferai partie des BRICS. C'est un pays particulier, c'est un pays à la croisée des deux mondes. Voilà, c'est un pays à la croisée des deux mondes. Bon, sa candidature n'a pas encore été acceptée, mais effectivement, il n'y a pas que des régimes autoritaires. Moi, je trouve, il y a cet axe-là
aussi au sein des BRICS, d'autant plus que l'Iran a été accepté. Donc il y a quand même un axe Russie, Chine, Iran qui est quand même assez fort. Là, on est plutôt effectivement... Qui ne va pas plaire à Washington. Voilà, qui ne plaît pas de toute façon, qui est plutôt dans l'idéologie. Mais il y a aussi effectivement d'autres choses. Et puis... Il y a aussi, c'est un peu une nouvelle forme de ce qu'on appelait avant le non-alignement des pays qui ne voulaient pas déjà à l'époque, dès les années 50, se situer dans la soumission, je dirais plutôt, à l'ordre occidental, et qui affirmaient qu'eux aussi avaient des choses à défendre et à promouvoir, et qu'on était sorti de la période coloniale, en fait. Et ça, c'est toujours un peu présent chez certains des pays des BRICS qui accusent l'Occident de maintenir peu ou prou une forme de système néo- ou post-colonial, comme on voudra. Les pays des BRICS qui nous disent aujourd'hui il faut réfléchir à un nouvel ordre mondial multipolaire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est ça qui est intéressant, parce qu'en effet, comme vous l'indiquez, au départ, c'était un club de pays qui voulaient promouvoir leur émergence. Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, Afrique du Sud. Au départ, il n'y avait pas l'Afrique du Sud. Elle les a rejoints seulement un an après, seulement en 2010. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un article scientifique au départ qui a créé ce groupe, enfin scientifique. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas la genèse des BRICS. D'un auteur, plus exactement, qui s'appelle Jim Neal, qui appartenait à la banque Goldman Sachs, qui a écrit un article qui parlait des BRICS, donc justement Brésil, Russie, Chine et Inde, en disant qu'ils allaient, dans les années à venir, incarner le plus grand progrès en matière d'économie et de richesse. Le monde de demain, c'est eux. Voilà. Et donc, c'est parti au départ d'une analyse, et ça a été récupéré. Mais aujourd'hui, ça se transforme en effet en projet de réorganisation de la gouvernance mondiale dans son ensemble. Ce qui est intéressant, c'est de voir ceux qui choisissent de ne pas y adhérer aussi quand ils en ont la possibilité, puisque l'Argentine, qui avait été admise en 2023, s'en est retirée à la suite de l'élection du président Milei. Et il y a également ce cas très pro-américain, on le rappelle. Très pro-américain, plutôt de type trumpiste d'ailleurs. Voilà. Il se définit comme occidentaliste. C'est ça, exactement. Mais il y a aussi ce cas très étrange de l'Arabie Saoudite, qui a été admise et qui n'a pas confirmé encore son adhésion. Et ça montre aussi que ce projet de gouvernance mondiale alternative, il est menacé aussi en interne, parce qu'il y a de fortes tensions entre les membres. Même s'il y a eu un rapprochement sous l'égide de la Chine entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, ce n'est pas non plus des relations qui sont parfaitement apaisées. On voit aussi, par exemple, on parle peu des membres africains, mais l'Égypte et l'Éthiopie sont membres alors qu'elles sont en conflit en ce qui concerne les eaux du Nil. Donc, il y a aussi de fortes tensions à l'intérieur de ce groupe qui pourraient mettre en péril ce projet de redéfinition de l'ordre international. Oui, d'ailleurs pour poursuivre, moi, je trouve que cette organisation a quand même des faiblesses, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'intérêts divergents. Par exemple, quand vous regardez l'Union européenne ou le G7, par exemple, il y a quand même une communauté de valeurs, de vision de la société, d'adhésion, par exemple, à l'idéal démocratique, la défense de l'état de droit, des droits de l'homme, etc. Valeurs occidentales, disons-le, de manière un peu large. Oui, si vous voulez, voilà, c'est des valeurs, en tout cas, qui sont partagées et qui permettent souvent de surmonter, parce qu'il y a toujours des divergences en interne, il y a quand même cette cohésion. Là, il n'y a pas de socle commun. Il y a beaucoup moins de socle commun, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des très grands pays comme la Chine, l'Inde et la Russie, d'ailleurs, qui se disputent pas le leadership de cette organisation, mais enfin, il y a un peu des tensions quand même. Par exemple, là, Vladimir Poutine, lui, rêverait de devenir un peu le super monsieur BRICS. Seulement, le problème, c'est qu'il y a le chinois, et que, pour le chinois, pour le moment, c'est utile d'afficher une grande unité de façade avec la Russie, mais tout ça, c'est des intérêts économiques et géopolitiques du moment. C'est là-dessus, je crois qu'il faut insister. Il n'y a pas de compromis, si vous voulez, structurel
au départ, à la base, sur cette organisation. Alors, il y a le ciment, pour certains, effectivement, anti-occidental, ça c'est vrai, une gouvernance mondiale différente, mais il y a aussi des pays, vous parliez de l'Égypte, le maréchal Al-Sisi n'a pas du tout envie de se fâcher avec le monde occidental. C'est pas du tout dans son L'Afrique objectif. du Sud non plus, d'ailleurs. L'Afrique du Sud non plus, le Brésil non plus, donc l'Inde, parce qu'il y a l'Inde aussi, vous voyez, Narendra Modi. Oui. La rencontre avec Vladimir Poutine aujourd'hui était quand même intéressante parce que même sur l'Ukraine, il lui a répété face à face quand même ce qu'il pense. C'est-à-dire, il n'a pas condamné l'invasion russe de l'Ukraine, mais il lui a redit aujourd'hui, vous savez, tous les conflits doivent à la fin se terminer de manière pacifique. Et on voyait Vladimir Poutine en face qui encaissait, mais on sentait qu'il était un peu agacé. L'Inde veut jouer un rôle un peu comme la Turquie, mais l'Inde est un pays plus important, un peu de puissance d'équilibre, comme on dit, qui parle à la fois avec l'Occident et avec ces nouveaux pays émergents. C'était ça aussi le pari de Vladimir Poutine en attaquant l'Ukraine en février 2022, obliger certains pays à prendre position finalement ? Sachant très bien que, par exemple, l'Afrique du Sud ou le Brésil choisiraient le camp russe plutôt que le camp occidental. Alors, je ne pense pas qu'il avait ce calcul vis-à-vis des BRICS, qui quand même, à l'époque, était plutôt une organisation dont on pouvait douter de l'avenir. Il y a eu vraiment un moment, notamment en raison des performances économiques assez négatives de certains membres, où on s'est interrogé sur ce qu'allait devenir cette organisation. C'est peut-être justement une façon d'accélérer l'histoire. Mais ce sont, à mon avis, les prises de position au sein des Nations Unies qui ont démontré qu'il y avait un grand nombre d'acteurs qui se positionnaient de manière assez modérée vis-à-vis de la Russie, qui a réévalué aux yeux de Vladimir Poutine cette enceinte. Moi, je le verrais plutôt dans ce sens-là. Et cette enceinte, pour moi, elle n'est pas, comme le disait Bruno, une révélation du délitement de l'Occident, mais je dirais que ça démontre peut-être la fin de sa prééminence et de son exclusivité ou de sa domination absolue sur la scène internationale. C'est à mon avis plutôt de ça qu'il s'agit. Et l'enjeu, effectivement, pour l'avenir, c'est de savoir si cette organisation va être capable de se structurer et d'incarner véritablement un contrepoids réel à l'Occident qui, n'est plus prééminent, mais encore très solide, à des institutions très solides, militairement et très puissant, économiquement et très puissant, ou si effectivement, il va être miné de l'intérieur par des divergences quand même assez importantes. Allez, on va quitter la Russie pour le Proche-Orient. C'est le second thème de la soirée. Anthony Blinken a entamé aujourd'hui sa 11e tournée dans la région depuis les attaques du 7 octobre. La dernière aussi, je le disais, sous l'administration Biden. Il a rencontré dans la journée Benyamin Netanyahou. Une nouvelle tournée alors que l'armée israélienne élargit son offensive au Liban, où, selon l'AFP, plus de 1500 personnes sont mortes en près d'un mois. À noter aussi ces frappes du Hezbollah qui a revendiqué dans la journée la tentative d'assassinat contre Benyamin Netanyahou. C'était samedi dernier. Niagalé, un mot tout d'abord sur cette offensive militaire au Liban. Les frappes sont quotidiennes, massives, mais pas d'avancée au sol. Ça nous dit quoi de la stratégie israélienne qui est en tout cas bien différente de celle de 2006 ? À mon avis, il faut sans doute attendre. On a vu, notamment à Gaza, que la stratégie s'est déroulée sur le long terme et se poursuit en réalité. Ce qui est certain, c'est que ce à quoi on assiste, c'est à une remise en cause de l'équilibre très fragile qui avait été effectivement acquis après 2006 et qui a aussi des implications sur l'équilibre interne du Liban. En réalité. La difficulté, c'est que on voit très bien qu'il y a là, dans cette zone, davantage de paravents contre l'invasion ou l'agression, ou en tout cas la prise de position militaire israélienne, notamment de par la présence des Nations Unies à travers la FINUL, dont on voit qu'elle commence là aussi à constituer un enjeu qui renvoie un peu à ce dont on parlait tout à l'heure sur la remise en cause des instruments de gestion des conflits et la façon dont ces acteurs internationaux ont été pris à partie a aussi rebattu les cartes sur la scène internationale parce qu'il y avait précisément des forces qui sont issues d'États plutôt proches d'Israël, notamment parmi les États occidentaux. Bruno, votre analyse à ce propos ? Sur Sur cette stratégie, si
Israël prend son temps, ça fait déjà plus de 12 mois que la guerre a commencé. C'est pour éviter de répéter les erreurs du passé, notamment celle de 2006, où l'armée israélienne avait été stoppée au sol par le Hezbollah. Les objectifs ne sont pas les mêmes qu'en 2006, enfin, sauf celui d'éradiquer, comme pour reprendre la terminologie israélienne, le Hezbollah. Moi, je crois qu'ils appliquent à peu près la même tactique, parce que est-ce qu'on peut parler de stratégie, ça c'est une autre histoire, que dans la bande de Gaza. C'est-à-dire que, mais le problème, c'est que justement, c'est une visée purement militaire, sécuritaire, c'est-à-dire on va castagner, on va détruire à jamais l'ennemi. Donc ils essayent de le faire, et peu importe les dégâts collatéraux. Donc ils le font depuis un an maintenant dans la bande de Gaza. On voit avec ce qui se passe dans le nord de la bande de Gaza que il y a encore des cellules actives du Hamas, puisque le nord de la bande de Gaza est frappé très fortement depuis quelques jours. Encore 115 morts les dernières 48 heures. Voilà. Et visiblement, ils appliquent la même chose au sud Liban, c'est-à-dire ils veulent détruire le Hezbollah, d'où les frappes sur le sud Liban, mais aussi les frappes ciblées, comme dit l'armée israélienne, en plusieurs points de Beyrouth, pour toucher à la fois les infrastructures techniques, militaires, financières du Hezbollah. Et puis, je dirais, malheureusement, je mets ça évidemment entre guillemets, tant pis pour les dégâts collatéraux. Mais évidemment, ils n'ont pas du tout envie, je pense, de s'installer dans le sud Liban, etc. Ça, ça pour eux, c'est pas envisageable. Le problème, c'est que quand on rentre dans ce genre d'engrenage, on ne sait pas jusqu'où ça va. Et par ailleurs, le Hezbollah, parce qu'on a beaucoup dit, Hassan Nasrallah a été tué, dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar a été tué. Ismaël Haniyeh avant. Ismaël Haniyeh avait été tué à Téhéran par les Israéliens. En fait, ça ne règle rien, en fait, sur le moment, d'une part. C'est-à-dire que les Israéliens continuent leur offensive et à Gaza et dans le sud Liban. Et le Hezbollah a l'air encore quand même assez actif, parce que vous évoquiez la frappe qui a touché la résidence de Benyamin Netanyahou. Ça veut dire que malgré la décapitation, alors non seulement du chef du Hezbollah, mais visiblement d'une bonne partie du commandement suite aux épisodes des beepers et des talkie-walkie, ça veut dire qu'il y a quand même des gens aujourd'hui sur le terrain au sein du Hezbollah qui sont quand même capables de cibler, alors ça n'a pas marché, mais enfin de cibler la résidence du Premier ministre. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une structure militaire et opérationnelle qui est encore en place. Et Anthony Blinken est donc aujourd'hui en Israël. Il a des leviers, encore le secrétaire d'État américain, qui plus est à 14 jours de la présidentielle américaine, non, il n'en pour apaiser les tensions. À l'évidence, il n'en a aucune, dans la mesure où on voit très bien que les États-Unis n'ont pas réussi à retenir le bras d'Israël. C'est le moins qu'on puisse dire. Exactement, et surtout sont complices aussi très clairement de la façon dont le droit international est régulièrement violé depuis le début de ce conflit, depuis l'année dernière. Donc les États-Unis, bien entendu, à 15 jours des élections, ne se sont pas révélés capables de faire quoi que ce soit, mais la question qui se pose est celle de l'avenir, et ça, quel que soit le candidat, parce que certains estiment que Kamala Harris sera sans doute beaucoup plus à même d'avoir une approche balancée des deux camps, mais moi je n'en suis absolument pas certaine. Elle risque, elle aussi, de se situer dans le droit fil de l'administration à laquelle elle appartient. Oui, alors je pense quand même qu'il y a une différence entre les deux candidats. C'est ce qu'a essayé de faire l'administration Biden, ne pas arrêter de soutenir Israël, mais essayer de faire pression sur Israël pour que la vie des Palestiniens soit plus respectée, et que l'aide humanitaire, d'ailleurs ça fait partie des objectifs de cette 11e visite d'Anthony Blinken, que l'aide humanitaire arrive de manière beaucoup plus massive dans la bande de Gaza. Mais je pense que quand même, par exemple si c'est Kamala Harris qui est élue, elle devra tenir compte quand
même de l'aile gauche de son parti, notamment chez les jeunes, qui est plus favorable à la cause palestinienne. Alors après, comment ça se traduira, voilà, c'est ça la vraie question. Parce qu'il y a les discours électoraux, et puis une fois que l'élection sera passée... Oui, bien sûr, mais ça peut quand même avoir des conséquences sur l'élection suivante quand même. Donc il faut quand même un peu faire attention. Si c'est Donald Trump, voilà, moi je pense que Netanyahou vote Trump depuis longtemps et gagne du temps, achète du temps, reçoit là Anthony Blinken, etc., qui va lui demander quand même 3 choses à peu près: accélérer donc l'opération humanitaire, faire en sorte que la mort de Yahya Sinwar, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, permettre enfin un cessez-le-feu, etc. Rien du tout. Le début de la fin, selon Benyamin Netanyahou la semaine dernière. Il va lui demander ça, bon, très bien, et surtout essayer parce qu'il y a ça qui n'est pas encore arrivé, qui va sans doute arriver avant le 5 novembre, que la frappe israélienne contre l'Iran soit, je ne sais pas quel adjectif employer, soit non pas modérée, mais enfin que... Calibrée. Comment ? Calibré. Voilà, calibré, très bien, merci Florent. Qu'elle ne vise pas notamment les sites nucléaires. Voilà ce qu'il va essayer de faire. Pas sûr que Benyamin Netanyahou, qui va certainement l'écouter très poliment, va suivre ce que lui demande l'administration Biden. Mais il va y avoir ça quand même très certainement avant l'élection du 5 novembre, la frappe israélienne contre l'Iran. Et on guettera ça bien sûr sur l'antenne de France 24. C'est déjà la fin de ce mini-débat. Merci Bruno, merci Nia Gallet d'y avoir participé. On fait une courte pause, moins de 5 minutes, et un nouveau journal arrive en direct, bien sûr, sur l'antenne de France 24. Restez avec nous.